Sans plus tarder, on passe à la deuxième table ronde. Comment l'innovation et la digitalisation peuvent-elles optimiser le processus de souscription dans le secteur de l'assurance? J'invite tous les intervenants à monter sur scène. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être déjà aussi nombreux et nombreux à avoir bravé les problèmes de transport et de météo pour venir nous voir ce matin. Changement de format. On va partir sur un format table ronde, donc n'hésitez pas à intervenir dès que vous le sentez. On a préparé un certain nombre de questions, mais l'idée c'est que ce soit le plus vivant possible. On évite juste de se couper la parole, mais sinon, si vous voulez prendre la parole, vous êtes évidemment les bienvenus. Cette table ronde va s'articuler en trois parties. La première, ce sera de faire une sorte d'état actuellement comment se passe la souscription. Quel est le rôle derrière de l'innovation et de la digitalisation, toujours probablement dans des perspectives de performance et d'amélioration continue de ces parcours. Et puis on verra après quel est l'avenir et le futur de ces souscriptions. Peut-être qu'avant de commencer et de façon à ce que tout le monde sache un peu qui on est, peut-être faire un petit tour de présentation. Merci, donc je suis Eric Ferron, directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurance en charge de la transformation. Bonjour, Agnès Bruat, directrice générale de MetLife France. MetLife France, nous sommes une société experte en prévoyance. Bonjour, Charles Bénard, je suis directeur marketing, communication, transformation et système d'information chez Garance, qui est une mutuelle experte de la retraite et de l'épargne. Et Thomas Vatinel, donc responsable marketing chez Vialink. Et donc nous sommes un éditeur de logiciels qui travaillons à digitaliser et automatiser toute forme de parcours client d'entrée en relation. Alors partons sur cette première partie de faire un peu l'état des lieux des processus de souscription. Et la première question s'adressait à vous, Charles, qui était de savoir un peu quels sont finalement au sein d'une mutuelle les grands défis quand on parle de souscription. Alors aujourd'hui, pour une mutuelle comme Garance, donc sur le secteur de l'épargne et de la retraite, l'objectif c'est d'être connu et reconnu sur un marché qui est mature, voire saturé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de rivaliser aussi bien avec les grands acteurs historiques, que ce soit banques, assureurs, grosses mutuelles, mais également avec les nouveaux entrants, start-up, fintech, etc. Et pour ça, ça nous oblige à avoir la capacité en fait à offrir aux clients une expérience utilisateur qui soit aux attentes des standards, quel que soit en fait finalement l'acteur avec qui ils vont interagir. Pour être très clair, aujourd'hui le client il se moque de savoir s'il a affaire à Amazon, s'il a affaire à AXA ou si c'est juste Garance. Et donc nous, au quotidien, notre défi c'est d'offrir un écosystème digital performant et en même temps un ancrage territorial qui permet aux clients d'avoir le niveau d'omnicanalité qu'il aura choisi. Très bien, merci, très clair. Agnès, je profite qu'on ait quelqu'un de votre poste, directrice générale finalement chez MetLife, pour aussi avoir une vision très stratégique de tout ce que ça peut signifier. Donc, quels sont, pour vous, du coup, quels sont l'état des lieux, l'état de l'art de la souscription aujourd'hui à ce niveau-là? Alors déjà, c'est vrai que le client est au cœur de notre stratégie, je pense comme nous tous, mais en tant qu'assureur, en fait, on a une promesse, on fait une promesse aux clients, une promesse d'être là en cas évidemment de coup dur, mais en fait d'être là à tout moment, d'être là en termes de prévention aussi, et ça commence évidemment par la souscription. Et c'est vrai que nous, on a une spécificité chez MetLife France, on a un positionnement un peu atypique, on gère des capitaux élevés, des âges élevés, des risques spéciaux. Donc forcément, la souscription est assez complexe. Quand on regarde en prévoyance individuelle, par exemple, pour les travailleurs non salariés, on va regarder combien leur régime obligatoire leur verse, on va regarder les différentiels. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément très sexy et très compréhensibles de tous. Donc on a un enjeu qui est encore plus important de faciliter ce moment qui est la souscription. Et notamment quand on a des dirigeants qui souscrivent par exemple des contrats personnes clés, ils ont très peu de temps à consacrer à ça et il y a forcément des formalités médicales qui vont rentrer en ligne de compte pour des capitaux très élevés. Donc c'est un enjeu qui est double, au-delà de l'enjeu classique effectivement qui est qu'aujourd'hui les clients ils souhaitent avoir une expérience qui soit fluide à tout moment et effectivement ils nous comparent à n'importe quel type d'entreprise. Voilà. Mais comment on fait alors ?
c'est ce qu'on. Alors comment on fait? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. On utilise en fait différentes technologies. Il y a un point aussi qui est très important. En fait, c'est que les besoins évoluent. Et c'est encore un autre challenge, c'est que les besoins des clients évoluent dans le temps, les techs évoluent. Le marché évolue. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est un travail d'amélioration continue et qui passe pas forcément d'ailleurs par l'intelligence artificielle, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, mais ça passe aussi par des systèmes IT, des parcours qui sont fluides et donc beaucoup de choses qui ne sont pas forcément liées à l'intelligence artificielle. Oui, heureusement, on n'est pas forcément obligé d'en avoir absolument partout. Voilà. Ça fait du bien d'avoir un peu d'intelligence humaine de temps en temps. Eric, je me tourne vers vous. Alors, Crédit Agricole Assurance, on est sur évidemment une structure beaucoup plus grosse en termes de taille et de monde, on va dire. Peut-être un legacy IT aussi un peu fort. Dans ce genre de structure, quel est aujourd'hui l'état de l'art de la souscription en termes d'assurance ? Je pense, Thomas, je vais tout d'abord me permettre de revenir en fait sur un des grands enjeux pour nous. Ce qu'on souhaite faire au sein de Crédit Agricole Assurance et plus largement du groupe Crédit Agricole, c'est assurer une relation, être dans l'excellence relationnelle et le faire en alliant le meilleur du digital et le meilleur de l'humain. Donc, ce qu'on va discuter quand on évoque la transformation digitale, on l'a fait dans le cadre d'un modèle omnicanal et c'est un point qui est très important. Alors, il y a 3 motivations aujourd'hui qui nous poussent à aller plus loin par rapport à ce qu'on a pu déjà faire dans le digital. La toute première, c'est qu'on passe 80% de notre temps quand on est sur Internet, sur le mobile. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement le premier combat, c'est d'être le plus possible dans les apps pour pouvoir en fait avoir un maximum de surface de contact avec les clients. Le deuxième sujet, c'est que globalement, la plupart des interactions qu'on a avec nos clients, elles vont se dérouler en alliant plusieurs canaux. Et donc, il faut être capable de bien gérer en fait, cette fluidité qui permet de passer du digital, qu'on souhaite pouvoir réaliser parfois en autonomie, jusqu'à le digital qui est en fait suppléé par un conseiller qui va apporter un appui. Et puis le dernier point qui me paraît essentiel sur les motivations pour aller plus loin, c'est un peu ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire qu'il y a des attentes fortes de nos clients sur plus de personnalisation, on va dire plus de pertinence dans les interactions et plus de proactivité. Donc quand on prend ces 3 motivations, vous avez posé la question des freins. Moi, je n'ai pas envie de répondre sur la question des freins, puisque je ne vais pas dire que je vois des freins, je vois plutôt des conditions de succès pour pouvoir réussir en fait ce qu'on est en train d'évoquer. La toute première, et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, puisqu'on a un certain nombre d'assureurs probablement à avoir procédé comme d'autres acteurs, c'est-à-dire qu'on a d'abord digitalisé l'existant, les parcours tels qu'ils étaient en fait déroulés entre un conseiller et un client, et bien ça forcément ça ne marche pas très très bien, puisque généralement on va avoir besoin quand même d'interactions un peu plus fortes pour pouvoir comprendre la façon dont on déroule ces processus. Donc il est important de repenser des expériences et de faire en sorte qu'elles soient réfléchies pour être nativement digitales. Et c'est le premier point que je souhaite commenter et sur lequel je souhaite insister. Le deuxième, vous l'avez évoqué, il y a un sujet de système d'information. Chez des acteurs comme nous, forcément, on a des systèmes d'information qui ressemblent plus à des monolithes qu'à des systèmes très agiles. Donc il y a un enjeu fort, c'est d'installer des fondamentaux dans le système d'information très vite. L'APIisation en fait partie. On pourrait citer aussi toutes les chaînes de fabrication qu'il nous faut rendre en fait beaucoup plus fluides pour pouvoir livrer plus régulièrement. Et puis le dernier point qu'on pourrait commenter, c'est la nécessité. Alors vous avez fait écho à la taille du groupe Crédit Agricole, il y a un sujet de coopération en fait qui est très important. On parle d'expériences clients qui sont extrêmement transversales. Et pour pouvoir les réussir, c'est dépasse l'assurance d'une part, puisqu'on va avoir aussi des interactions sur le domaine bancaire. Et donc il faut en gros organiser, fédérer un ensemble de contributeurs assez importants. Ça suppose de l'alignement, de feuilles de route, etc. Donc voilà pour moi 3 des points qui sont des conditions de succès et qui nous évitent de tomber dans la catégorie des freins. Je vous rappellerai la prochaine fois que je fais une table ronde pour pouvoir mieux poser mes questions et mieux les formuler, sans problème. Ok. Si j'essaie de synthétiser un peu tous les éléments qui viennent d'être dits, donc effectivement, c'est principalement donc des conditions de succès qui sont au nombre de 3 côté Crédit Agricole. On valorise aussi le côté intelligence humaine pour venir en plus de l'intelligence artificielle, ou plutôt l'inverse, probablement l'inverse plutôt, donc du coup l'intelligence artificielle qui vient en complément de l'intelligence humaine. Et puis non, il n'y
Pas de mal. Et puis un bon maillage On va y arriver. A priori, c'est un peu mieux. Les oreilles de tout le monde vont mieux se porter, j'imagine. Et désolé pour les ORL, il y aura un peu moins de travail à la fin de la journée. Et donc, du coup, oui, un bon maillage et un bon niveau de service pour l'ensemble de vos assurés. Est-ce que j'ai omis quelque chose ou est-ce que j'ai bien résumé les choses? Est-ce que vous avez envie d'ajouter? Non, je disais les évolutions des besoins et des technos dans le temps qui sont très rapides et il faut pouvoir s'adapter à ça également. Complètement. Donc on a fait le tour sur l'état de l'art aujourd'hui des souscriptions et on avait envie de se poser aussi la question de savoir quel était le rôle finalement de l'innovation et de la digitalisation dans ces différents parcours. Et Charles, je me retourne encore vers vous. Chez Garance, comment finalement l'innovation vous permet de pouvoir repenser l'expérience de souscription et notamment sur des produits qui peuvent être un peu nouveaux produits ou nouveaux services à proprement parler. Alors aujourd'hui, en fait, l'innovation dans le processus de souscription, le premier élément, ça nous permet d'automatiser un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée, comme par exemple la reconnaissance automatique de pièces d'identité, de pièces justificatives, et également de faciliter en fait l'interlocution commerciale de nos conseillers au travers d'outils qu'on connaît, type des moteurs de recommandation, donc être capable d'identifier en fait la bonne proposition au bon moment pour le bon client. Et même si effectivement on parle beaucoup d'IA générative, oui, effectivement on a également mis en place, grâce à l'IA générative, une base de connaissances à disposition des conseillers, qui est une base de connaissances spécifique sur nos informations, le règlement mutualiste, nos offres commerciales, etc., pour que le conseiller soit toujours en capacité de répondre aux questions des clients. Et en fait, ces deux éléments font qu'aujourd'hui, on permet, grâce à la technologie, de pouvoir repositionner le conseiller dans un rôle purement d'accompagnement et d'expertise. Il y a un petit côté Amazon un peu là-dedans de produits ou de services qui peuvent être conseillés en fonction du panier. Désolé, je n'utilise pas les bons termes pour le coup, mais on peut parler de panier. Mais alors effectivement, Amazon ou pas, mais en tout cas, sur la base de ces deux outils, l'objectif, c'est de maximiser le cross-sell, l'upsell, la recommandation pour avoir tous les bons arguments au bon moment. Et en termes de perception client, par rapport à ces recommandations, est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Est-ce que c'est bien perçu différemment? À partir du moment où le moteur de recommandation a été bien pensé, en fait, c'est pas compliqué. On apporte un conseil qui est attendu par le client. Donc, il ne doit en aucun cas être intrusif. C'est pas de la vente forcée. On est là dans un rôle d'accompagnement et de conseil. C'est ça. Ça permet de remplir le rôle de conseil finalement. Exactement. Top. Eric, je me tourne vers vous cette fois-ci pour savoir un peu justement, alors tout à l'heure vous parliez de la taille du groupe, ou plutôt c'est moi qui vous ai amené sur la taille du groupe et vous avez répondu, mais et vous avez émis le fait qu'il y ait effectivement énormément de parties prenantes très différentes. Quelle serait donc pour vous finalement une gouvernance idéale pour mener à bien de tels projets? Alors, je ne vais peut-être pas décrire la gouvernance idéale, mais tout au moins celle... Vous n'aimez pas mes questions, voilà. Eric. Je le sens, vous n'aimez pas mes questions. Non, je vais répondre. Ne vous inquiétez pas, Thomas. Donc, non, mais je vais vous illustrer effectivement ce qu'on fait. Ça me paraît être plus intéressant que de rester sur de la théorie. En fait, qu'est-ce qu'on a en termes de gouvernance aujourd'hui? On a installé un certain nombre de principes forts pour pouvoir justement redéployer les trajectoires digitales sur lesquelles on s'est mis d'accord au sein du groupe. La toute première, c'est quelque chose qui fait largement écho au projet humain du groupe et un de ses piliers forts qui est d'encourager en fait la responsabilité en proximité des équipes et de faire en sorte, une fois que le cadre est posé, que l'équipe ait en fait la latitude pour choisir les bonnes priorités pour pouvoir gérer son produit à l'image d'un certain nombre d'acteurs du digital. Derrière ça, on est très vigilant sur le fait d'avoir en fait un sponsorship de haut niveau, de niveau direction générale, qui permet notamment de garantir qu'on va tenir le cap, d'éviter qu'on parte sur une mauvaise voie, qu'on sécurise en fait l'engagement de tous
et puis qu'on puisse aller lever les contraintes que les équipes rencontrent. Donc voilà, c'est le couple entre autonomie des équipes sur la capacité à mener la trajectoire de leurs produits, et en parallèle d'avoir en fait la direction générale qui permet de garantir la tenue des engagements et le cap. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de sujets qui me paraissent essentiels. Il est essentiel sur ce type de travaux d'écouter le client, d'écouter les conseillers et de passer du temps sur le terrain pour voir comment les choses sont vécues et de pas en fait partir sur un modèle de développement un peu trop classique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec beaucoup de succès, puisque ça permet d'avoir en fait des solutions qui sont parfaitement en ligne avec les attentes de nos conseillers et de nos clients. On a un enjeu particulier, vous l'avez évoqué, sur la taille du groupe, et je vais revenir peut-être sur ce sujet. On a eu le travers, à certaines périodes, quand on partait sur des travaux de digitalisation, d'associer par exemple des équipes comme la conformité, le juridique, un peu tardivement. Et quand on les associe un peu tardivement, on les voit arriver plutôt comme des bloqueurs et pas comme des business partners. Donc là, l'enjeu, c'est de les associer dès le départ et d'avoir des équipes en fait, qui vont prendre l'ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir délivrer des expériences qui vont partir en production dans de bonnes conditions. Et puis le dernier point sur lequel je souhaite insister, je suis un peu obsédé par ce point-là, c'est la nécessité de simplifier, de toujours simplifier, donc de challenger en fait ce que l'on délivre, d'éviter de vouloir traiter 100% des cas de manière totalement automatique, mais d'aller chercher en fait ce qui a beaucoup de valeur parce qu'on a en fait un taux d'usage assez important, d'être capable de renoncer à certaines fonctionnalités. Et puis, derrière ça, de rentrer dans les logiques d'amélioration continue, parce qu'on est sur une matière qui est extrêmement vivante et qui va, en fait, au fil des retours clients que l'on va avoir, et on a la chance avec le digital d'avoir énormément de capteurs, de pouvoir quasiment savoir ce qui se passe sur chacune des zones, chacune des pages. Donc notre enjeu, c'est de toujours chercher à améliorer pour pouvoir être de plus en plus performant. Donc voilà les principes sur lesquels on s'est mis d'accord. Ce n'est pas la gouvernance idéale, mais c'est quelque chose qui permet déjà d'avoir de très bons résultats. Et quand on regarde en fait les performances qu'on délivre depuis plusieurs mois sur les nouvelles expériences, on peut dire qu'on en est très satisfait. Donc pas idéal, mais qui fonctionne quand même très très bien. Ça fonctionne très très bien. Oui. Bon, Okay. mais ça pourrait être peut-être encore Alors, mieux. Du coup, comment on l'améliore ? Eh bien, on l'améliore notamment en cherchant peut-être encore plus de... Je pense que le sujet qui est pour nous le plus difficile, c'est qu'on a beaucoup de travaux. On a en fait des plans informatiques qui sont extrêmement lourds quand on prend l'ensemble des entités du groupe. Et donc après, c'est une question de négociation et d'aller chercher ce qui a le plus de valeur globalement pour les clients, pour le groupe, et de trouver en fait ce terrain de priorisation. Et c'est justement les travaux qui sont dans les tout prochains jours pour nous. D'accord. Okay, donc je pourrais vous répondre après si on s'est encore amélioré. La roadmap 2025 en fait. Ok. Agnès, tout à l'heure, on parlait un petit peu chez MetLife justement oui, merci. De la population finalement que vous assurez. Là, la table ronde parle de digital. Il y a une forme d'injonction un peu contradictoire, ou en tout cas dans l'esprit de... Même si je pense que ça s'améliore au fur et à mesure. Mais je suis très curieux de savoir du coup quelles sont les pratiques que vous avez mises en place, quels sont les efforts que vous avez dû fournir en tant que société pour faire en sorte que vos propres assurés finalement acceptent ce genre de parcours et soient successful surtout à la fin et passent entre guillemets à une bonne expérience client et donc un bon moment, un bon ressenti. Merci, c'est une excellente question. Donc, on a aujourd'hui, avec nos partenaires, on a mis en place un parcours full digital, donc avec signature électronique. Et comme je vous le disais, quand on a des capitaux élevés, on doit passer de la sélection médicale, donc répondre à un questionnaire médical, voire pour des capitaux très élevés, au-delà d'1 million dans notre cas souvent, pour le coup, on doit passer des formalités médicales. Donc c'était un vrai enjeu pour nous. Et comment on fait ? Alors, on a le full digital, mais on a un moteur aussi de règles donc qui permet en fait d'avoir un questionnaire de santé complètement dynamique. Donc, en fonction, par exemple, de pathologies qu'on peut avoir, eh bien, on va avoir des questions liées à cette pathologie. Et notre but étant, évidemment, de pouvoir, dans la plupart des cas, faire en sorte que les personnes, en 10 minutes, puissent avoir leur contrat qui va être, leur bon d'adhésion qui va être émis. Et donc, c'est un enjeu, en fait, de data analytics. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les données de ces questionnaires pour voir en fait différentes choses, voir déjà la meilleure façon de poser les questions, parce que ça paraît très simple, mais si je demande à 2 personnes différentes des données, des questions qui ont trait à leur santé, eh bien vous allez avoir des réponses différentes pour une même situation.
Et donc, on utilise aussi la science comportementale. Donc, en fait, c'est vraiment ce cumul du digital, des nouvelles technologies, mais également de différentes sciences qui n'ont rien à voir donc, avec le digital, mais qui sont liées à l'humain, hein, là en l'occurrence. Et ce que nous dit les sciences comportementales, c'est qu'en fait, en fonction donc, que la simplification ne fait pas tout. Donc il y a des études qui ont été montrées que finalement, simplifier un parcours ne suffit pas. Il faut pouvoir le personnaliser, il faut qu'il y ait des éléments dans lesquels les assurés vont pouvoir se retrouver. Et donc ça veut dire par exemple des questions, des FAQ, donc questions-réponses qui résonnent pour les personnes qui vont répondre à ces questions, présenter l'information avec des choix. Voilà, donc en fait il y a tout ce travail d'analyse et puis il y a aussi le fait que quand il y a ces questions médicales, on veut éviter les demandes complémentaires. Parce qu'évidemment, ça fait prendre du temps et ça nous fait sortir de ce parcours digital. Et là, ça peut prendre un jour, 2 jours. Et donc, pour des gens qui sont pressés, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, il y a tout ça qu'on regarde, mais il y a aussi l'automatisation, parce que, par exemple, pour les services sinistres, ils reçoivent énormément de demandes. Donc, il faut pouvoir automatiser pour qu'ils aient plus de temps pour pouvoir appeler les clients. Mais il y a aussi l'IA. Donc, l'IA, ça sert à quoi? Ça peut permettre d'analyser toutes ces données. Justement, avec ces moteurs de règles, on récupère en fait une foison de données qui peut être analysée à l'aube justement de l'intelligence artificielle générative, qui va permettre aussi de scorer, puisque nous, on a parfois des risques de santé importants qui font que malheureusement, on doit prendre en compte des surprimes. Donc l'intelligence artificielle peut permettre, alors nous, on ne l'utilise pas, mais peut permettre de donner une décision, mais qui sera toujours validée par l'humain. Donc c'est bien cette combinaison en fait entre ces technologies et l'humain qui va nous faire avancer. Et aussi en ce qui concerne donc, la question médicale, les technologies médicales, les dernières avancées qui peuvent nous permettre aussi de remplacer certains examens de santé médicaux comme des électrocardiogrammes d'effort qui peuvent être des examens qui sont très anxiogènes. Et bien de les remplacer par d'autres types d'examens médicaux qui sont beaucoup moins invasifs. Donc voilà, donc pour moi c'est un ensemble en fait d'éléments qui vont nous permettre d'améliorer cette expérience client. Qui va effectivement bien au-delà du parcours à proprement parler. Exactement, bien au-delà du digital en fait. Ouais. Donc on recentre toujours aussi un peu sur l'humain à chaque fois. Ce qui semble à peu près logique finalement quand on parle d'assurance et de mutuelle, qu'au bout d'un moment il y a de l'humain. Pardon, désolé pour ça. Charles, il me semble que pendant notre préparation, on avait pas mal échangé aussi sur l'IA générative de votre côté. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, j'ai parlé vite fait d'IA générative tout à l'heure par rapport à l'utilisation qu'on en fait pour les conseillers, mais en fait, en effet miroir, on veut également l'utiliser pour les clients. Pourquoi? Parce que l'IA générative, ça nous permet de mettre à disposition une base de connaissances dynamique, donc FAQ, on l'appelle comme on veut, que ce soit sur le site internet, que ce soit directement dans l'espace client, pour qu'on soit en capacité en fait de répondre aux questions de premier niveau directement à la main du client, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout en laissant la possibilité à l'IA générative de réorienter, comme tu le disais tout à l'heure, le client vers un conseiller, que ce soit en visio, que ce soit par téléphone ou que ce soit en rendez-vous physique, si jamais le besoin s'en fait ressentir. Donc l'IA générative, finalement, c'est un premier levier de contact qui permet d'augmenter la joignabilité et la satisfaction du client in fine. Au-delà de ça, l'IA générative, c'est également pour le client un vecteur de captation d'informations, alors non nominatif bien évidemment, mais qui par contre permet de détecter en permanence quelles sont les préoccupations, quels sont les sujets sur lesquels les clients, les prospects vont devoir être alimentés. Et donc nous, de rentrer dans un processus d'amélioration continue. Top. La question suivante, Agnès, vous y avez déjà répondu en fait dans la réponse précédente par rapport aux électrocardiogrammes et ce genre d'examen. Donc je vais passer à la dernière partie de notre table ronde. On va un peu vite, hein. A priori on a beaucoup de temps encore devant nous, donc n'hésitez pas, on a 17 minutes. Préparez vos questions dans la salle parce que je pense que je vais faire appel à vous à un moment donné. Hein. Cette dernière partie, donc, c'est les défis, les perspectives, l'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour ces parcours? Quelles sont justement les évolutions technologiques qui sont attendues
Charles, du coup, dans cette préparation, on avait des défis particuliers en termes de SI pour récupérer une forme de dette technique. C'était un petit peu de tout le sujet de la réflexion qu'on avait eue. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, comme beaucoup, même si on reste une grosse PME, on a un legacy technique en particulier qui fait que avoir un SI qui soit agile, qui soit modulaire, qui soit facilement interconnectable avec des partenaires ou autres, au départ c'était compliqué. Donc l'un des premiers enjeux, là sur le dernier plan strat, ça a été justement de remettre ce SI à niveau et de pouvoir avoir un SI modulaire, interopérable, etc. Au-delà de ça, l'enjeu maintenant, c'est de s'assurer que ce SI, dans son évolution, il reste justement dans cette dynamique-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, gommer un legacy, gommer une dette technique, ça prend du temps, c'est du budget, mais ça se fait. Ce qui est compliqué, c'est de maintenir le cap et de s'assurer qu'à un moment ou à un autre, parce qu'on a une fenêtre d'opportunité, on ne va pas faire des choix qui, justement, vont venir recréer de la dette technique. Bon, ça, je pense que voilà, tout le monde voit à quoi je fais référence, c'est un grand classique. Et au-delà de ça, l'un des enjeux qui est très important, c'est la centralisation de la donnée et sa propagation. On parle depuis tout à l'heure d'omnicanalité, on parle de temps réel, on parle de laisser la possibilité au client effectivement de ne pas avoir à réexpliquer ce qu'il a déjà donné comme information. Pour ça, c'est pas compliqué, hein. Il faut que cette donnée elle soit centralisée, il faut qu'elle soit propagée à la bonne personne, au bon moment, avec le bon niveau de sécurité. Et ça, c'est pareil, c'est un enjeu qui n'est pas nouveau, mais qui prend des proportions de plus en plus importantes, de par la technologie, de par la masse des informations qu'on collecte. Du coup, Eric, est-ce que vous n'avez pas envie de réagir un peu là-dessus, sur les aspects interopérabilité de mémoire? C'est un peu ce qu'on s'était dit. Sur ce que Charles vient de commenter, effectivement, on a des enjeux qui se rejoignent. Je pense qu'on a également, pour illustrer sur le système d'information, on avait des conseillers qui aujourd'hui, à travers en fait les multiples architectures qui se sont déployées, avaient en fait à choisir en fonction des situations clients, des actes qu'ils avaient réalisés, le système sur lequel ils allaient les passer. Et donc justement, un de nos grands enjeux de ces derniers mois, c'était faire en sorte de masquer cette complexité et puis de la traiter en tâche de fond, un peu ce qu'évoquait Charles, puisque ça prend un certain temps pour pouvoir simplifier ces architectures décommissionnées. Mais la première étape, c'est de rendre ça le plus transparent possible pour les conseillers notamment. Dans ce qu'on a également évoqué et sur lequel je pourrais réagir, l'enjeu de la data est utilisé, enfin les assureurs ont depuis très très longtemps utilisé une data, mais dans des logiques plutôt techniques assurantielles, assez peu dans la relation client, enfin de mon point de vue assez peu par rapport à d'autres acteurs du marché. Un de nos grands enjeux, ça va être d'être beaucoup plus fort sur ce sujet, de le faire en temps réel, d'être capable de personnaliser. Enfin, Agnès a évoqué ce sujet, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déroule à peu près les mêmes parcours, les mêmes expériences pour tous les clients. On a la capacité aujourd'hui de pouvoir avoir des déroulés qui seraient un peu différents et qui permettent d'avoir les codes qui correspondent aux différentes générations, différents segments de clientèle. Ça fait partie de ce sur quoi on peut réfléchir. Peut-être aussi un point sur les offres. Aujourd'hui, en tout cas pour Crédit Agricole, on a plutôt eu tendance à venir poser des nouveaux parcours, de nouvelles expériences sur des offres existantes. L'enjeu maintenant, c'est de construire des offres qui sont nativement digitales et qui vont en fait permettre d'exploiter en fait tout le potentiel du digital par sa simplicité, par le fait d'avoir des capacités d'interaction facilitées, de ne pas aller chercher des données qu'on peut récupérer par ailleurs. Donc voilà, devant nous, on a encore beaucoup de choses à faire. Et peut-être un dernier point, quand on évoquait l'IA générative, mon regard aujourd'hui, c'est qu'on l'utilise plutôt pour venir optimiser des bouts de parcours, des bouts de processus. On n'a pas toujours fait l'effort de repenser en fait un processus un peu plus globalement et de regarder comment l'IA peut venir, au-delà de la petite rustine entre guillemets, apporter une contribution plus forte. Les endroits où on est le plus avancé sur des sujets comme ça, c'est assez proche de ce que Charles a commenté. On a des sujets notamment sur la partie sinistre. On réfléchit à des plateformes qui vont permettre en fait d'interroger un corpus et de faire en fait une pré-réponse qui permet de faire la synthèse en gros de ce que l'on peut partager avec un client sur une problématique donnée. Donc voilà, donc c'est ce qui est devant nous. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et peut-être un tout dernier point qui est intéressant de commenter, c'est tout ce qui est autour du marketing digital. Tout ce que je vous ai commenté aujourd'hui, ce sont de nouveaux parcours, de nouvelles expériences qui sont inscrites dans une app bancaire qui est un formidable carrefour d'audience pour Crédit Agricole. Il est juste en tête que l'application Ma Banque pour les caisses régionales, c'est 10 millions d'utilisateurs. Ils y viennent 26 à 27 fois par mois. LCL Mes Comptes, c'est 3 millions d'utilisateurs, 26 à 27 fois par mois également. Donc vous voyez, en fait, derrière ça, ce qu'on n'utilise pas encore assez,
c'est le marketing digital qui permettrait d'aller chercher de la pertinence, de la proactivité sur un certain nombre de besoins. Donc voilà quelques-uns des, on va dire, des défis et puis des perspectives qui sont devant nous en termes de transformation. Top. Agnès, du coup, de votre côté, ce serait quoi Alors déjà, je voulais dire un point sur l'omnicanalité, parce qu'en fait, on a l'impression souvent que les jeunes ne souhaitent que du digital. Et en fait, j'ai lu une étude que je trouvais intéressante de McKinsey qui disait que la génération Z, donc les moins de 30 ans, en fait, eh bien, c'était eux qui souhaitaient le plus d'interactions humaines. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment un défi de se dire, voilà, il faut que l'assuré, il puisse, au moment où il le souhaite, interagir avec nous, assureurs, de la façon dont il le souhaite. Et donc, pareil, l'humain, ça peut être au téléphone, ça peut être en présentiel, ça peut être via un chat, ça peut être, ou juste digital. Enfin, il y a plein de manières de le faire. Et comme on le disait, ça paraît simple sur le papier, parce qu'il y a cet aspect personnalisation, mais on en discutait quand on préparait la table ronde ensemble. En tant qu'assureur, souvent, on est le fruit d'une histoire, donc de systèmes effectivement IT qui peuvent avoir fusionné. Ça peut être aussi différentes entreprises qui ont fusionné. Et donc avoir ce système agile qui permet finalement, dès qu'un client nous contacte, d'avoir toutes les informations le concernant. Ça paraît simple sur le papier aujourd'hui à l'heure effectivement de l'intelligence artificielle, mais c'est un vrai défi. Donc nous aussi, on a des travaux importants pour tout mettre en interne sur le même système. Je pense qu'il y a un autre point aussi, au-delà du côté omnicanal, c'est le côté holistique, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'assureur, donc certes notre mission première, évidemment, c'est d'être là en cas de sinistre, mais il y a un aspect prévention aussi, qui est très important et je pense qu'il l'est de plus en plus. Et donc, c'est pouvoir en fait offrir aux assurés des services holistiques. Donc, ça passe par différentes choses. Ça peut passer, donc nous, on regarde ces aspects-là, par de la prévention sur le côté physique, les maux de dos, comment prévenir les maux de dos, comment bien s'alimenter, faire une activité sportive. C'est effectivement avoir en cas de sinistre une expérience très rapide. Donc, je sais que par exemple avec notre partenaire Keris, il y a un lien qui va se faire avec France Connect. Donc voilà, en fait, c'est vraiment de façon holistique répondre à tous les besoins des clients avec ce côté personnalisé. Donc voilà, c'est simple, ça paraît très simple, mais effectivement. Il y a beaucoup d'enjeux et je suis d'accord aussi avec Eric quand il parle de la gouvernance et du fait qu'il faut embarquer toutes les équipes. Parce que effectivement, si on veut être efficace, il faut que toutes les équipes puissent suivre. Nous, ce qu'on fait chez MetLife, c'est qu'on a des Customer Champions, donc et on en a un dans chaque équipe, c'est-à-dire même des personnes qui peuvent être au juridique ou qui peuvent être parfois un peu plus loin du client, en fait, travaille et regarde les parcours, par exemple, pour analyser en fait les irritants et les remonter. Parce que, comme on le disait, l'enjeu, c'est l'amélioration continue. C'est-à-dire, on peut être bon à un instant T, mais en fait, à l'instant T plus 2, on est déjà peut-être, finalement, on est peut-être plus bon par rapport à ce qu'on pensait. Et donc, c'est avoir des gens dans l'entreprise à tous les niveaux et dans toutes les fonctions qui regardent ces expériences et qui nous font un feedback en tant que clients, puisque eux sont aussi clients d'autres entreprises, d'Amazon ou d'autres. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu, ce côté humain aussi. C'est comment, dans l'entreprise, on permet à cette culture du client d'être là, d'être prégnante. Et c'est ce qui fait aussi qu'on y arrive, parce qu'on a besoin de tous les efforts pour ça. Top. On arrive à la fin de cette table ronde. Alors, je ne sais pas pourquoi le compteur indique encore 7 minutes, mais on était censé s'arrêter à 10h05. Donc, en fait, on a tenu le timing. Merci beaucoup. Pas de regret, un dernier mot, c'est maintenant. Tout va bien. Parfait. J'en étais à peu près sûr. Alors, on a la chance d'avoir une table ronde qui est largement relayée et donc suivie par nos équipes. Moi, je vais me permettre de leur adresser un petit mot. On est extrêmement fiers de ce qu'elles ont réalisé ces 2-3 dernières années. Ce qu'on a pu commenter ce matin sont des choses qui sont particulièrement appréciées par les clients. Dans les enquêtes et les retours qu'on a de nos clients, ils sont extrêmement satisfaits de ces nouveaux parcours. Donc un grand merci aux équipes qui nous suivent ce matin. Ce sera très certainement très apprécié. Idem chez MetLife, évidemment, puisque ce sont eux qui font l'expérience client.
J'imagine que chez Garance aussi. Bah oui, évidemment. Merci à tous et à toutes. Donc, Thomas Vatinel, je suis toujours le responsable marketing. Vialink, on est un éditeur de logiciels. On sera ravis de vous rencontrer et de discuter avec vous, notamment de la digitalisation et de l'automatisation des parcours d'entrée en relation. On est dans la tente qui est pas très loin de la pelouse. Donc si vous voulez braver le froid et la pluie éventuellement, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Je pense que certaines personnes de mon équipe sont là-bas, probablement s'ennuient un peu parce que vous êtes ici. Donc n'hésitez pas à leur faire un bonjour. Merci et puis je passe la main. Merci à tous nos intervenants et intervenantes. On va passer à la prochaine table ronde, anticiper l'avenir de l'assurance Yard, des choix aujourd'hui pour les défis de demain. Et en effet, n'hésitez pas à aller visiter les stands sur la border room du Parc des Princes. Vous pouvez passer par le salon du Louvre pour ne pas braver la pluie.